faut le mettre. Voilà, j'ai oublié la consigne, personne n'a rien entendu, je recommence. Bonjour à tous et à chacun. Bonjour aussi à ceux qui sont en visio aujourd'hui et qui nous suivent dans cette conférence. Voilà. Le thème de ces journées, soigner au temps des addictions, adaptation, résistance et santé. Notre conférence va permettre de décliner cette question de l'adaptation, des résistances, mais aussi des questions de santé à l'épreuve de la ville, des questions de sécurité, des questions de santé qui se posent dans la ville. Alors ça fait de nombreuses années que les acteurs de la fédération, au travers de leur rôle dans les CARUD notamment, ont été des acteurs inscrits dans la ville de par les actions d'Aller Vert, de par aussi le travail avec les riverains, au regard des nuisances que pouvait suggérer l'implantation d'un CARUD dans une rue. Et très tôt, je dirais, depuis les années 90, cette notion d'aller vers et de construire un intérêt réciproque a été à l'œuvre parmi les acteurs. Puis en 2000, nous avons eu le plaisir de rencontrer le Forum européen à la sécurité urbaine grâce à un gros travail de plusieurs municipalités sur la question des jeunes en centre-ville, dans plusieurs villes européennes. Et ton prénom, je suis perdue, Carole. Éléonore était déjà parmi nous pour la ville de Bordeaux. Voilà. Donc, le troisième point que je vous ai dit, c'est que nous avons eu aussi la chance de pouvoir déplier un séminaire qui a réuni des politiques, ce qui n'est pas si fréquent, des administrations des villes, des chercheurs, des acteurs du quotidien, la prévention spécialisée, des usagers, mais aussi des personnes des forces de police et de la justice. Il y a de nombreuses années, donc, nous réfléchissons à comment entrer en meilleure communication sur ces questions. Par contre, elle pose en filigrane la question sensible de nouvelles régulations. C'est un souhait de la Fédération Addiction, de ce débat depuis très longtemps, notamment vers la dépénalisation de toutes les drogues, mais tout autant que vers la légalisation contrôlée du cannabis. Ces évolutions politiques se heurtent, certes, à beaucoup de positions dogmatiques, au discours facile et apparemment rassurant de la répression. Pourtant, la prévalence des usages en population générale, l'âge d'entrée dans les consommations, dans les trafics, force à la modestie sur les résultats de ce type de politique. Sur le questionnement toujours sensible des drogues, il faut trouver un dénominateur social commun entre ceux qui ne veulent pas de limites et ceux qui veulent qu'il y en ait toujours plus. Depuis l'institutionnalisation de la réduction des risques, la perception des usages a évolué, c'est vrai, et en dépit des changements politiques intervenus, un postulat essentiel a quand même réussi à émerger et qu'il n'est plus remis en cause aujourd'hui. C'est de la qualité du lien social que dépendent les indicateurs de santé d'une population tout entière. Et la qualité du lien social, elle est le fruit d'un conflit dépassé par la voie d'une reconnaissance de l'intérêt de chacun et du respect du commun à partager. Donc, je vais, dans quelques instants, passer la parole à Émilie Petit, mais juste peut-être un sous-titre au titre de notre conférence d'aujourd'hui. Face au délitement du lien social, comment gagner le terrain des alliances? Donc, je passe la parole à Émilie, qui est directrice générale du Forum français à la sécurité urbaine et co-responsable de cette conférence. Merci Martine. Déléguée générale adjointe, tu m'as donné tu m'as upgradé, comme dit. Merci beaucoup. Du Forum français pour la sécurité urbaine. Merci beaucoup à la Fédé Addiction de nous accueillir aujourd'hui, nous avoir proposé de co-présider, co-animer cette table ronde.
Je voulais juste vous dire un micro-mot sur le forum pour que vous sachiez quand même qui on est et d'où on parle, puisqu'on n'est pas un acteur de la santé comme vous êtes tous majoritairement dans cette salle. Le forum, c'est une association de collectivités territoriales qui existe depuis une trentaine d'années, qui a donc été créée par des élus locaux, pour travailler entre eux et avec leurs collaborateurs sur leur politique locale de sécurité. C'est un réseau qui est non partisan. Il y a des collectivités de différentes sensibilités politiques qui sont membres du forum et qui se retrouvent autour d'une approche, d'une vision de la sécurité, qui partagent des principes et des valeurs pour travailler ensemble. Et le principe fondateur qui a présidé à la création du forum et qu'on continue à porter aujourd'hui, c'est de considérer, et on parlait de lien social, que la sécurité, ça doit reposer sur un équilibre entre la prévention, la sanction et la cohésion sociale, le lien social, et que les questions de sécurité, c'est loin d'être qu'une affaire de police et de justice, mais que c'est bien aussi une affaire de lutte contre les inégalités, d'éducation, de culture, d'insertion, de lutte contre les discriminations, et que c'est toutes ces politiques-là qui, en effet, permettent le lien et la réduction des inégalités, qui, en fait, in fine, permettent à chacun de se sentir en sécurité et de vivre en sécurité dans une ville, quelle que soit son origine, son niveau de vie, ses usages de la ville. Et donc c'est cette approche-là que les collectivités locales qui adhèrent au forum portent et qu'elles essayent de mettre en œuvre opérationnellement à travers leur politique locale de prévention de la délinquance. Et donc on travaille sur l'ensemble des problématiques de sécurité, de sentiments d'insécurité qui peuvent être remontées aux élus locaux. Et la question des drogues en fait du coup est évidemment partie, aussi bien sur le côté en fait addiction où évidemment c'est pas vous que je vais l'apprendre, que les personnes qui sont dans des parcours d'addiction peuvent être particulièrement vulnérables à un certain type de victimation. Et puis si on considère aussi que la santé c'est un pan important de la sécurité, on s'intéresse aussi à ces questions-là et aux usagers de drogue par cette entrée-là. Et puis bien sûr sur le volet là sécurité des biens et des personnes, et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui sur la question des trafics. Bien sûr, par ce biais-là, le forum s'est intéressé aux drogues et à comment limiter l'impact des trafics dans les territoires. Donc c'est comme ça, et Martine le rappelait, ça fait longtemps, c'est comme ça que le forum, on essaye vraiment dans nos travaux sur les drogues de croiser les acteurs de la santé et de la sécurité et du lien social, d'avoir des travaux coordonnés, articulés, de croiser nos différents regards pour avoir des politiques équilibrées sur ce public-là et surtout ne pas criminaliser les questions de drogue et de dépasser les postures prohibitionnistes, dogmatiques et moralisatrices sur le sujet des drogues. Donc on est ravis de poursuivre ces travaux ici aujourd'hui et c'est qu'une étape des nombreux travaux qu'on mène ensemble et on espère pouvoir aussi les opérationnaliser et j'espère qu'avec certains d'entre vous sur les territoires on pourra travailler comme ça se fait au Mirail ou comme on va en parler à Bordeaux, ça peut se faire dans d'autres territoires, à travailler vraiment à des projets où très concrètement on se met ensemble autour de la table des acteurs de la santé et de la sécurité pour avancer ensemble avec des objectifs partagés sur ces problématiques-là. Tout à l'heure, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ça parce que donc, tout à l'heure, parmi les intervenants, il y aura donc, notamment la ville de Bordeaux qui est représentée par un adjoint au maire, Amine Smi, ici présent, et donc la coordonnatrice du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, Éléonore Becca, qui est une ville qui est très active au forum, et donc qui porte les positionnements politiques et met en œuvre des actions en adéquation avec tout ce que je viens de vous présenter. Et donc, vous pourrez donner une illustration, et je sais qu'Amine Smi représentera parfaitement, évidemment, les positionnements du forum. Simplement vous dire que, du coup, nous, ce qui nous intéressait ici et qu'on a très envie de mettre en discussion, parce que je crois que sur ce sujet, donc la table ronde, c'est lien social et pouvoir à l'épreuve des trafics. Je crois que sur ce sujet, les collectivités locales, on a surtout beaucoup de questionnements. On tâtonne, on avance, il commence à y avoir des expérimentations qui nous permettent d'apporter des débuts de réponse à peut-être des projets qui pourraient faire évoluer les choses, mais globalement, c'est surtout des questionnements qu'on va partager avec vous aujourd'hui, et notamment des questionnements sur, en effet, l'impact, comment on peut aussi intégrer, en fait, la question de la réduction des risques dans les politiques de sécurité. C'est ancré maintenant, même si ça doit encore être développé et plus porté, notamment plus soutenu aussi politiquement, la réduction des risques en matière de santé. Et les travaux avec la Fédé Addiction nous ont aussi poussé à réfléchir à comment on pouvait intégrer la notion de réduction des risques et des dommages dans les politiques de sécurité. Et sur cette question des trafics, et Amine Smi y reviendra, et ce matin, Éric Piolle, qui est aussi maire de Grenoble, qui est aussi une ville membre du forum, a bien montré comment aujourd'hui quand même les élus locaux, un certain nombre, avancent et demandent l'ouverture d'un véritable débat sur cette question-là. Alors, ils n'en sont pas encore au sein du forum à dire s'il faut dépénaliser, légaliser, parce qu'ils ont envie d'avoir des études d'impact, voilà, de comparer avec
d'autres expériences pour savoir quelle serait la meilleure réponse. Mais en tout cas, au sein d'un réseau, donc je vous disais, qui est quand même non partisan, avec des villes de gauche, de droite, écolo, etc., on a un positionnement commun. Les élus du forum ont un positionnement commun de dire qu'ils veulent ouvrir un débat et dépasser en tout cas le système actuel. Voilà, il fait quand même l'unanimité contre lui, le système actuel, au sein des villes de forum dans toute leur diversité. Et voilà, c'est comment on peut essayer de réfléchir à moyen et long terme pour avoir une évolution du système, de la législation, comment aussi, évidemment, c'est toute une question de politique sociale, et je pense que Marouane Mohamed, quand il va parler de la question du lien social et des trafics, reviendra aussi sur ce que ça occupe comme place, enfin voilà, l'économie parallèle aussi, ce que ça représente en termes, bien sûr, de place dans l'économie aujourd'hui en France, et que bien sûr, ces questions-là, elles ne vont pas évoluer demain matin, et on parlait ce matin du temps. C'est au forum, on se pose la question de comment, à moyen terme, on essaie de faire évoluer les politiques publiques de façon assez large, mais comment aussi, là, à court terme, aujourd'hui, avec la législation actuelle, avec l'impact que les trafics ont sur l'action des professionnels dans les quartiers, sur la vie, évidemment, des personnes elles-mêmes impliquées dans les trafics et sur la vie des communautés, comment on peut avoir une approche de réduction des risques et des dommages pour tous ces impacts-là. Voilà. Donc nous, c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir mettre ces questions-là en débat avec vous, puisque voilà, c'est plutôt des questions que des réponses aujourd'hui qu'on a apportées. Et Martine, je te laisse présenter. Merci beaucoup, Émilie, de cette présentation, parce qu'effectivement, sans acteurs de la ville dans ces réflexions, on a le sentiment quand même de tourner un petit peu en rond. Alors du coup, j'ai envie vraiment de remercier nos 4 intervenants qui ont accepté le challenge de cette conférence. Elle n'est pas si simple parce que, comme tu l'as rappelé, Émilie, chaque fois qu'on touche les questions de trafic, on est quand même la plupart du temps dans l'omerta sur ces questions, et alors que pour le coup, certains arrivent à franchir le cap à la fois du concept, de la réflexion et de la mise en mouvement de ce qui se passe, et c'est le cas finalement de vous deux. Donc Marouane Mohamed est chercheur au CNRS, spécialiste des jeunesses urbaines, et chargé de recherche effectivement au CNRS, au centre Maurice Abvak, j'espère l'avoir bien prononcé, voilà. Et tout à l'heure, enfin tout de suite, tu vas faire une intervention pour nous indiquer un peu comment se nouent les relations entre les jeunes dans les quartiers et les trafiquants. Au fond, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pourquoi ils y tiennent autant? Quoi ils aspirent? Quelle est leur fonction? Et c'est vrai que mieux on comprend ce qui se passe à l'intérieur de ces relations complexes, mieux on est en capacité peut-être de penser des actions ou des politiques de ville. Donc merci tout à fait d'être présent parmi nous. Et puis Claire Duport, elle est à Addiction Méditerranée à Marseille. Elle est chercheure, mais pas que chercheure, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée saisir par un groupe d'habitants dans la ville de Marseille, et un groupe d'habitants qui lui a demandé, si j'ai bien tout compris, de mettre quelques mots sur leur réflexion. Et ce travail, elle va nous l'expliquer, nous raconter un peu comment effectivement il y a peut-être une autre manière de prendre un autre pouvoir, qui est celui de la parole, de la réflexion, des personnes elles-mêmes dans le quartier, donc d'augmenter une capacité d'agir. Puis nous avons le plaisir d'accueillir, c'est pas si fréquent, d'avoir à la Fédération Addiction un élu à la sécurité publique, à la tranquillité publique, à la prévention. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je me demandais, Amine Smili, si on pourra oser vous poser quelques questions indiscrètes, voilà, au cours de cette conférence. Et étant entendu que ça sera sur le thème du jour. Je pense que nous en tiendrons avec là. Avec plaisir. Voilà. Et Éléonore Becca, dont j'ai dit qu'elle avait participé avec nous aux travaux pendant le DC-DITO. Éléonore, elle est la responsable du CLSPD, comme l'a dit Émilie. Effectivement, ce lien entre un élu et un acteur de terrain au sein de la ville qui a connu d'autres élus. Voilà. Et là, cette courroie de transmission, on pourrait dire la traduction de la politique sur le terrain, ça nous intéresse. Et vous prendrez un exemple particulier qui est celui de l'errance. Et comment vous avez réfléchi ensemble, vous comme politique et Éléonore comme actrice qui pilote des politiques avec nous tous qui sommes des acteurs de terrain pour la plupart d'entre nous. Je m'arrête là et je passe tout de suite la parole à Marouane Mohamed sur
Alors, il y a un titre à cette intervention, c'est Trafic local et pouvoir dans l'espace public. Merci beaucoup de cette invitation. Merci, je suis ravi d'être là devant vous. Merci d'être présent dans cette salle. Je vais demander, est-ce qu'on lance le PowerPoint au niveau de la technique, s'il vous plaît? Merci. Alors, effectivement, mon propos consiste à prendre en compte cette question des trafics et du lien social et de le prendre tel qu'il m'a été présenté. Voilà, on m'a présenté cette table ronde, cette thématique, et je me suis dit, bon, bah, comment est-ce que, à travers mes recherches, je pouvais le traiter. Rapidement, en termes de recherche, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai commencé une série d'enquêtes sociologiques sur la question du trafic de drogue à travers différents niveaux. Je me suis d'abord intéressé à l'implication des mineurs et des jeunes majeurs dans le trafic de stupéfiants, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré leurs employeurs, et de fil en aiguille, j'ai étendu ma recherche aux importateurs, aux distributeurs, et à la faveur d'un séjour de recherche pendant 2 années aux États-Unis, le calendrier judiciaire du tribunal fédéral de Brooklyn m'a offert l'occasion d'assister au procès de El Chapo Guzman, donc de voir finalement comment on peut s'organiser le trafic de stupéfiants à une échelle industrielle d'un cartel qui est impliqué dans l'importation, la production d'une part, mais également l'importation et la distribution au niveau international de la cocaïne, de la méthamphétamine et d'autres drogues. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de regarder les différents échelons à travers entre une sociologie qui est une sociologie ancrée, une enquête de terrain où je m'intéresse aux acteurs. La deuxième étape que j'ai commencé cette recherche-là, mais je commence à écrire parce que ça commence à faire beaucoup, cette deuxième étape que j'ai commencé s'intéresse à la lutte anti-drogue, notamment du point de vue de la police et de la justice. Et donc j'ai commencé une série d'entretiens avec des policiers, des groupes STUB, de la PJ et bientôt de l'OFAST. Et c'est un peu plus compliqué de rencontrer les policiers que de rencontrer les frères trafiquants. Ne me demandez pas pourquoi. Dans le cadre de ma recherche, en tout cas, l'étape, c'est un peu la démarche qui est la mienne de voir les deux côtés. Alors, quand je me suis intéressé à la question des liens sociaux à l'épreuve des trafics de drogue, il y a 3 manières d'aborder cette question, en tout cas qui ressortent du matériau que j'ai pu accumuler. D'abord, la question du lien social à l'échelle du territoire, c'est-à-dire l'impact du trafic sur la vie locale et les rapports sociaux. C'est ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, mais on peut également l'aborder à travers le lien social dans les espaces du trafic, c'est-à-dire de se demander mais sur quelle espèce d'assise relationnelle ces réseaux de distribution reposent. Et puis troisièmement, le lien social plus général à travers la question de ce qu'apportent ces mondes du trafic à ceux qui les rejoignent, à ceux qui s'y impliquent, qu'est-ce que ça leur apporte plus eux en termes de trajectoire et de trajectoire biographique ou de carrière sociale. Donc, sur la configuration des différents liens sociaux, je passe rapidement là-dessus, mais en fait, quand on observe un petit peu les réseaux de trafiquants, on voit qu'ils ils mobilisent différentes formes de liens sociaux. Ça va de réseaux avec une assise territoriale forte, d'autres avec une assise familiale, d'autres qui ont une assise carcérale, institutionnelle, lorsque les activités de distribution sont adossées à une personne morale, comme un club privé, une boîte de nuit, un bar ou autre. Une assise qui peut être amicale, une assise qui peut être également communautaire lorsque le trafic s'appuie sur une communauté ou un réseau diasporique. Mais la norme, c'est quand même le chevauchement et l'hybridation de ces différents types de liens sociaux pour comprendre comment les réseaux de trafic se construisent, émergent, même s'il y a toujours des tendances qui sont dominantes. Je passe rapidement là-dessus pour arriver à un deuxième point qui m'intéresse davantage ici, c'est la question du trafic de stupéfiants et de son effet sur le lien social. Alors quand je dis trafic de drogue, là je parle de distribution au détail, et dans la distribution au détail, vous avez 3 grandes catégories de distribution au détail. Vous avez d'une part la vente qui est statique dans un espace donné, un espace connu, et dans la vente statique, vous avez ce que moi j'appelle la vente publique postée, ce que les jeunes appellent un terrain, un réseau, et ce que le ministre de l'Intérieur appelle un point de deal.
c'est le trafic qui est territorialisé et visible dans l'espace public. C'est ce qui nous vient en tête, en fait, quand on parle de trafic de stupéfiants. On pense au trafic de stupéfiants, mais parce qu'on est assommé d'images qui associent le trafic de stupéfiants au point de deal dans l'espace public et dans les quartiers populaires. Ce n'est pas la seule forme. Vous avez aussi une vente à la sauvette, c'est-à-dire une vente qui est basée sur l'occupation temporaire d'un espace public, dans lequel les enjeux de pouvoir sont beaucoup moins marqués que pour le terrain. Je vais utiliser la notion de terrain. Et puis vous avez la vente statique, mais dans l'espace privé, soit à domicile, soit dans un établissement privé, etc. Des lieux qui sont connus pour aller consommer, acheter, etc. Donc ça, c'est la vente statique dans des lieux qui sont connus, ancrés, dédiés à... Vous avez la vente mobile, soit avec des vendeurs, livreurs qui sont salariés et rattachés à une plateforme, ce qui s'est considérablement développé ces dernières années et qui a été accéléré avec la pandémie. Vous avez également la vente mobile qui repose sur le travail des indépendants, ceux qui ont leur portefeuille client, qui le font tourner, qui sont contactés et qui vivotent comme ça. Et puis vous avez une troisième grande catégorie qui est la vente en ligne ou la vente à distance et qui repose essentiellement sur de la livraison, mais de l'envoi par voie postale. Et qu'on achète sa drogue sur Internet, via le Darknet ou autre, sur une plateforme téléphonique ou en mobilisant des indépendants, l'envoi par courrier est une des voies de distribution au détail, un peu moins en gros, mais quand même. Là, je vais me focaliser sur la vente publique postée ou le terrain, celle qui nous intéresse, celle qui occupe l'esprit, pour essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Alors la vente publique dans l'espace, la vente dans l'espace public, la vente postée, le terrain, en fait ces terrains-là se sont multipliés à partir des années 90, car c'est la période durant laquelle le trafic de drogue illégale, a pris un tournant entrepreneurial, pour reprendre les notions proposées et la temporalité proposée par Kokoreff et Dominique Dupré, c'est-à-dire un trafic qui s'est adapté à l'augmentation assez exponentielle de la demande, avec un effet de professionnalisé, des contraintes de performance et d'efficacité qui se sont posées pour quelque chose qui s'apparente aujourd'hui à un secteur d'activité. C'est un secteur d'activité à part entière, certes illégal, mais un secteur d'activité qui a les mêmes contraintes que n'importe quel secteur d'activité basé sur la production, la distribution, le transport et la distribution, la vente au détail. Donc il y a des enjeux de performance. Et je commence par ça parce que les enjeux de pouvoir découlent des enjeux de performance. Cette performance, elle renvoie à quoi? Et j'insiste là-dessus, à un enjeu de productivité, faire le mieux avec les moyens qu'on a, à des enjeux de profit, à l'évitement du pénal, comme c'est illégal, et à la pérennisation pour pouvoir assurer la pérennisation de son activité et de ses revenus. Et ça passe, dans les terrains, ça passe par l'exercice d'un pouvoir de proximité. Ça passe par la mise en place d'une assise, une forme de domination territoriale. Et celle-ci, elle est nécessaire. Ce n'est pas une volonté de dominer pour dominer, ce n'est pas l'exercice du pouvoir pour l'amour du pouvoir ou pour maltraiter les gens. Cet exercice du pouvoir, c'est une nécessité opérationnelle si on se place du point de vue des trafiquants. Si l'un d'entre vous en a marre de travailler dans le soin et veut lancer son point de deal dans son petit quartier, il va falloir qu'il exerce une domination territoriale parce que sans ça, ça va être extrêmement compliqué. Donc, l'interaction avec l'environnement résidentiel, les relations publiques, de manière générale, c'est la clé de voûte du management à l'échelle territoriale. C'est la clé de voûte du fonctionnement d'un trafic de drogue. Et on part du trafic en lui-même. Parlons pas de... Il ne faut pas partir de la morale ou du jugement, on part du trafic et de ses contraintes. C'est la meilleure manière de comprendre la rationalité et le comportement des acteurs. Et donc, ces enjeux de management, quand on interroge les trafiquants, que ce soit les gérants à l'échelle locale, ceux qui les recrutent ou bien les importateurs, en tout cas tous ceux qui sont engagés dans la gestion d'un terrain, de manière générale, pour eux, ça renvoie à un ensemble de normes stables du mode d'exercice du pouvoir. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller observer les différentes manières d'exercer ce pouvoir-là, c'est-à-dire les différentes pratiques de management, et il est vite ressorti, je vais revenir un petit peu dans le détail, que les pratiques de management renvoient à un certain nombre de dynamiques qui sont les configurations de l'espace, les trajectoires individuelles des trafiquants, l'économie morale de l'espace dans lequel ils travaillent, mais également les pratiques policières, et celles des institutions locales qui ont un rôle, mais également le type de produit qui est vendu. Le type de produit a un effet direct sur le type de clientèle et sur le mode de management qui l'entoure. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de trafic de drogue sans désagrément dès lors qu'il se territorialise.
Voilà, ça c'est un fait. Pourquoi est-ce que cet exercice du pouvoir est extrêmement important? Il y a 3 enjeux. Il y a un enjeu économique, c'est-à-dire il faut la maîtrise opérationnelle, il faut maîtriser l'ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement du trafic. Il y a la question de la stabilité des profits. Il y a un enjeu judiciaire, il faut dissuader toute coopération avec la police. Et un enjeu sécuritaire pour les trafiquants, c'est-à-dire d'éviter les vols, de limiter les effets les envies de la concurrence, etc. Et la pérennité, la stabilité, l'efficacité découlent et renvoient à ce triple enjeu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exercer un pouvoir. Ça veut dire quoi, exercer un pouvoir? Concrètement, ça veut dire imposer sa présence et son usage des lieux communs, ce qui n'est pas rien, en fait, en tant que tel. C'est réguler des comportements ordinaires, les mobilités dans l'espace public, les temporalités pendant lesquelles on peut être mobile dans l'espace public. C'est également le fait de pouvoir regarder et d'avoir le droit de regarder dans certains lieux ou dans d'autres. C'est de réguler la parole, de contrôler la parole. Et c'est extrêmement puissant. Et c'est le premier point dans lequel on voit l'exercice, comment s'exerce le pouvoir sur la population. C'est dans la régulation de la parole. Des gens, des voisins, enfin moi j'ai fait des entretiens avec des gens qui voisinent un point de vente, dans leur appartement, volet fermé, au milieu du salon, il fallait chuchoter. C'est-à-dire qu'une peur, il y a très peu de chances qu'on soit entendu, mais la peur, pareil, j'ai fait des réunions, j'ai formé des professionnels de terrain, des professionnels publics sur les questions de trafic, et je parlais d'exercice du pouvoir et de régulation de la parole, la question de l'omerta. Il y a quelques professionnels qui me disent « Monsieur, vous exagérez sur le pouvoir de ces trafiquants, il ne faut quand même pas exagérer. » J'ai dit bah, « Allez-y, tout le monde les connaît, donnez-moi le nom de ceux qui tiennent le trafic de drogue à l'échelle locale. » Personne n'a parlé. Et oui, pourquoi personne n'a parlé? Parce qu'il y avait toujours une crainte, il n'y a pas confiance totale envers les partenaires qui étaient présents dans la salle, mais surtout une peur que les principaux concernés soient informés que leur nom est sorti dans ce type d'instance, avec des conséquences directes derrière. C'est une des manifestations de ce pouvoir tel qu'on peut l'observer. Quel est le fondement de ce pouvoir? C'est la capacité de mettre autrui en insécurité. C'est ça le fondement du pouvoir. C'est une capacité à lui dégrader son quotidien, sa santé mentale, de restreindre ses libertés, de pousser des résidents au déménagement, de pousser des professionnels à la mobilité ou à la démission. J'ai observé un certain nombre de cas et j'ai même récupéré une vidéo, mais là je ne pourrais pas la lancer, une vidéo qui tourne dans un certain nombre de comptes Snap et de comptes Instagram sur lesquels l'offre de stupéfiants illégaux circule. Il y a aussi pas mal de vidéos des interactions entre trafiquants et leur environnement. Et j'ai pris quelques exemples comme ça, mais je vais... Ah ben si, mais là on ne pourra pas entendre. Non, on ne pourra pas entendre, tant pis. Et donc, j'ai observé en fait 2 stratégies de management, 2 modes d'exercice du pouvoir. Et c'est assez intéressant parce que selon le mode de management choisi, il y a des effets, des conséquences très différentes sur les territoires et sur la vie quotidienne. Un premier mode de management que j'appelle, en utilisant le vocabulaire diplomatique, que j'appelle soft power. Le soft power, en fait, c'est la méthode douce. Prenez les guillemets, il n'y a pas de méthode douce en fait. Mais le soft power vise et s'appuie sur la négociation avec le voisinage en vue d'obtenir sa coopération. C'est la négociation avec le voisinage en vue d'obtenir sa coopération. Et ça se traduit comment? Par le fait que les trafiquants, par exemple, ceux qui l'encadrent, évitent les désagréments, évitent les dégradations, entretiennent des relations cordiales avec le voisinage, apparaissent comme des personnes ressources qui offrent des formes de protection, des services et parfois une assistance, qui souhaitent protéger le trafic en offrant des réparations, en manifestant une espèce d'altruisme et en affirmant une solidarité territoriale qui permet au passage de recruter des complices, de recruter des nourrices, ou à minima, c'est ce qui est recherché, de dissuader, de collaborer avec la police. Et donc dans le soft power, la violence n'a pas besoin de s'exhiber, c'est un implicite. C'est un implicite qui peut être mobilisé en cas de doute, pour clarifier une situation. Le soft power limite, et c'est son effet principal, limite la demande de sécurité de la population locale, des acteurs institutionnels locaux,
Pourquoi est-ce que ça limite la demande de sécurité? Parce que les habitants à l'échelle locale, même si moralement ils condamnent le trafic de stupéfiants, ils partent du principe, ils sont très pragmatiques, que de toute manière il y aura du trafic de stupéfiants, qu'il y a un marché et qu'il vaut mieux avoir du soft power qu'autre chose dans leur voisinage. Surtout si les gérants du trafic apparaissent comme des ressources. Et ce sont des vraies ressources. Et ils se positionnent comme ressources pour des raisons affectives, parce qu'ils peuvent connaître les gens, mais également parce que c'est très stratégique pour eux. C'est pensé. C'est quelque chose qui est rationalisé. À l'inverse, vous avez le hard power. Je ne suis pas très original, mais ça a une définition en matière diplomatique. C'est un management qui est autoritariste. Et ce n'est pas la recherche de coopération, c'est la recherche de soumission qui est mise en avant, qui repose sur l'usage de la force, de la menace, de l'intimidation, qui disqualifie comme approche le travail de relations publiques, qui considère que la peur et la contrainte offrent des garanties suffisantes. C'est une forme de trafic qui est cloisonnée, plus fermée et moins conviviale, qui repose sur un processus de neutralisation des affects. Et l'économie morale locale, les formes de civilité locale sont disqualifiées, ne sont pas prises en compte par l'agressivité, le bruit et les multiples nuisances. Donc le sentiment de bien-être et de sécurité de ceux qui avoisinent le trafic, que ce soit les résidents ou que ce soit les professionnels, est fortement dégradé dans ce type de contexte-là. L'idée, c'est quand même de rechercher la soumission, une forme de résignation. Une résignation qui existe d'abord parce qu'il y a la peur, mais également parce qu'il y a une critique de l'impuissance publique, c'est-à-dire l'impuissance des pouvoirs publics à inverser la tendance. Et donc tout ça renvoie aussi et manifeste une forme de détachement condescendant à l'égard de la population. Alors quelles sont les dynamiques, les grandes dynamiques? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que les uns choisissent le soft power ou plutôt le hard power, avec des effets majeurs sur le lien social et sur la qualité de vie au quotidien. D'une part, il y a l'économie morale, l'analyse de l'économie morale, c'est-à-dire le système de normes, d'obligations et d'évaluation, et également de sanctions qui organisent les jugements et les pratiques sociales à l'échelle locale. Lorsque les trafiquants sont imprégnés par l'économie morale locale, qui sont attachés finalement à cette économie morale, ils ont moins de chances de s'engager dans des formes de brimade à l'égard de la population. Le choix du soft power est aussi justifié par l'histoire personnelle et le type d'intégration locale des trafiquants, c'est-à-dire un type d'intégration qui met en jeu une loyauté, des affects. Et cette loyauté, ces affects, le fait d'avoir grandi dans le quartier où on deal soi-même, limite la marge de manœuvre en matière de gestion du trafic ou augmente les coûts d'une séparation. Troisièmement, ça renvoie à quoi? Ça renvoie justement à la proximité affective et sociale, qui installe une porosité, une fluidité, une ambiguïté et des logiques très complexes de dons et d'intérêts entre les trafiquants et leur territoire d'action. Ensuite, il y a un quatrième niveau qui est extrêmement important et qui est ressorti dans l'enquête, c'est le lien fort entre l'âge des cadres, ceux qui mettent en œuvre la politique de management pour aller vite, celui des exécutants et le mode de management. C'est-à-dire que plus les trafiquants, ceux qui décident du mode de management et qui l'exécutent, sont d'un âge avancé, plus il y a de chances qu'ils utilisent plutôt le soft power que le hard power. Plus on a affaire à des jeunes, post-adolescents, dans l'encadrement, plus il y a de chances que ce soit du hard power qui soit mis en avant. Autre chose, c'est que derrière ça, ce que j'ai remarqué, c'est, je passe rapidement, on pourra revenir là-dessus, c'est l'importance de la qualité de la formation et de la transformation, de la formation et de la transmission. C'est-à-dire que c'est un métier, c'est un travail, c'est-à-dire que c'est des techniques, c'est un savoir-faire, c'est une manière de faire le trafic de stupéfiants. Et donc, comme toute activité, la qualité de la formation, elle est déterminante. Et on voit très bien que par exemple, les héritiers, ceux que j'appelle les héritiers, c'est-à-dire ceux qui se sont engagés dans la vente de stupéfiants en s'appuyant sur les réseaux familiaux, frères, cousins, proches de la famille, généralement, ils ont une qualité de transformation, de formation qui les amène à éviter les erreurs. Et l'erreur dans ce milieu-là, c'est le hard power. Pour les plus expérimentés, le hard power est une hérésie. Pour ceux qui pratiquent le hard power, ils ne voient pas trop le problème. Ensuite, ça c'est ma collègue Khadija Saroui, elle avait mis en avant la dimension esthétique, notamment à Marseille. Et ça, c'est qu'à Marseille que j'avais lu ça dans sa thèse. Elle dit, Khadija Saroui dit qu'au fond,
il y a une concurrence esthétique dans les points de vente. Et celui qui met en vente le point de vente le plus chaud, mine de rien, il se positionne dans une espèce de marché symbolique. Et qui renvoie une forme de concurrence très symbolique entre revendeurs eux-mêmes, dans la manière dont ils mettent en image, dont ils mettent en scène leur point de vente. Et là, je ne parle pas du clip de rap qui avait été tourné ici à Grenoble et qui avait été pris pour argent comptant par le ministère et par toute une partie de la classe médiatique. C'était assez amusant, caricatural, mais très révélateur de la manière de se représenter de ce qu'est un trafic de stupéfiants aujourd'hui. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a plus de chances que ce soit du hard power quand on a un trafic à durée limitée. Quand c'est du court terme, il n'y a pas de temps d'engager des relations publiques, donc c'est à la dure généralement que c'est géré. Et puis le type de produit qui est vendu, c'est-à-dire le type d'usager, a un effet inévitable sur le mode de management. Pour aller très vite, dès qu'on est dans la vente de drogue avec une consommation sur place, de l'héroïne, du crack ou des drogues qui impliquent et qui amènent une clientèle qui, du point de vue des trafiquants, est beaucoup plus difficilement gérable que le consommateur de shit qui vient acheter, qui va consommer chez lui, parce que ça implique des conflits de voisinage, inévitablement. Ça implique des conflits de voisinage parce que la stratégie policière dans beaucoup de grandes agglomérations consiste à cantonner la vente de ces produits-là dans un certain nombre de points bien isolés au sein de la ville, donc de ramener beaucoup plus de clients. Pour éviter que ça s'éparpille dans tout le reste de la ville. Ça crée des tensions qui amènent les trafiquants, et là je cite leurs mots, à utiliser la voie la plus dure pour gérer les clients, mais également pour gérer les conflits avec le voisinage. Je crois que j'ai dépassé mon temps. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. « 20 minutes pile, bravo. À certains moments, Marouane, je me suis dit, mais on est à HEC ici ou à la Fédération Addiction? Parce que j'avais vraiment la sensation d'un cours de commerce pour des élèves, oui, qui étaient aspirants, directeurs de je sais pas quoi, chez La Redoute, c'est-à-dire que cette proximité avec le fonctionnement du commerce dit équitable, mais en tout cas le commerce général, est quand même stupéfiant, je vais le dire comme ça. Vraiment. J'espère que je n'ai pas stimulé de vocation, c'était pas du tout. Mais Moi aussi. Je ne vais pas faire de commentaires, mais juste une phrase par rapport à la notion entre hard power et soft power. C'est vrai que ce qu'on constate là dans un des quartiers dans lequel on travaille, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes immigrés qui ne trouvent pas de place en ville, qui viennent se faire protéger dans les quartiers politiques de la ville et qui, pour le coup, sont dans des ventes en concurrence avec ceux qui avaient organisé. Mais du coup, ce qui est vraiment passionnant, c'est d'avoir mis des mots, finalement, sur ce qui se passe dans ce soft power. Et pour le coup, un criminologue toulousain avait dit que le marché, effectivement, était en train de se transformer parce qu'il y a des questions d'équilibre subtil qui peuvent faire basculer. Et en même temps, ce qu'on peut entendre là, sur ce soft power, c'est peut-être une dimension, alors je mets que plein de guillemets, peut-être une dimension de progrès par rapport à de nouvelles manières d'apaiser un territoire, oui, voilà, qui sont finalement une forme de réduction des risques. Tel que c'est dit là, on peut entendre, mais bon, on en discutera parce qu'il y a beaucoup d'avis certainement parmi les collègues qui sont dans la salle. Je passe tout de suite la parole à Claire Duport, qui a beaucoup travaillé évidemment sur ces questions de trafic, est aussi chercheur, je vous l'ai dit. Son thème aujourd'hui s'appelle « Les régulations sociales dans un quartier. Quels outils et quels concepts ?» J'ai déjà un micro, merci Martine. Alors, merci de cette invitation. Je le précise parce que je suis très heureuse de pouvoir contribuer aux travaux de la Fédération Addiction, mais en particulier ici à Grenoble, parce que avec la même Khadija Saoui dont parlait Marouane, on a travaillé jusqu'à il y a quelques mois, on était ici à Grenoble pour travailler à un tout petit bout, mais de ce dispositif dont a parlé Éric Piolle ce matin, donc sur 2 quartiers de Grenoble avec des intervenants sociaux sur les problématiques de trafic
Donc je reviens, on est sorti par la porte et je reviens par la fenêtre. Donc oui, je suis sociologue et je fais de la recherche sur la vente de drogue, sur les marchés et les trafics. Et je participe à des démarches de réduction des risques et des dommages liés aux activités de vente de drogue dans quelques quartiers qui sont à Marseille. Et en fait, je devrais plutôt dire que je fais de la recherche sur les trafics, justement parce que je participe à ces démarches dans les quartiers de Marseille. Parce qu'en effet, Martine l'a dit tout à l'heure, moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à m'intéresser à ces questions parce que quelques intervenants sociaux et habitants de 3 cités de Marseille sont venus m'interpeller. Il y avait donc dans ces cités des 13e et 14e arrondissements, depuis le milieu des années 90, des collectifs et des actions qui réfléchissaient et qui travaillaient autour de ces problématiques de trafic de drogue auxquelles ils étaient confrontés, pour certains professionnellement et puis pour d'autres personnellement, même intimement, puisque un des premiers collectifs qui a été fondé l'a été par des parents de personnes impliquées dans les activités de vente de drogue, parents qui se retrouvaient, qui étaient très impuissants, y compris avec leurs propres enfants, mais aussi qui ne trouvaient pas d'accompagnement et d'aide auprès des institutions qu'ils avaient sollicitées, voire qui étaient soupçonnés par ces mêmes institutions d'être complices ou à minima de bénéficier de l'argent que gagnaient illégalement leurs enfants. Donc ça a été un premier collectif. Enfin, c'était pas le premier, parce qu'auparavant, il y avait un collectif qui s'appelle Ensemble dans la prévention, dont Khadija est une des fondatrices d'ailleurs, dès le milieu des années 95, qui avait été fondé dans une cité entre le centre social, une association de réduction des risques et de prévention, la pharmacienne du quartier, 2-3 commerçants, des habitants, etc. Donc il y avait ce collectif-là. Il y avait aussi des collectifs de professionnels de l'action sociale éducative et de l'animation qui s'étaient constitués, qui s'appelle Question de réseau. Bref, il y avait déjà ces collectifs qui existaient, et puis il y avait des actions qu'ils avaient mis en place. Il y avait par exemple un travail de veille qu'ils faisaient, et ce travail de veille, qui existe toujours d'ailleurs, je parle au passé, mais ce travail de veille a pour principal objectif de précisément observer et objectiver les phénomènes avant que n'importe quelle rumeur infondée se répande. Et en matière de drogue, on en voit souvent des rumeurs infondées qui se répandent très largement. Donc voilà, il y a ce groupe-là de travail de veille, mais il y avait aussi, il y a toujours un dispositif qui avait mis en place entre le logeur, le bailleur social d'une cité, les trafiquants, en l'occurrence chefs d'équipe, pour faire en sorte que soit fait le nettoyage de l'endroit où se passe la vente de drogue, de sorte à ce que les habitants au moins n'aient pas les traces le matin quand ils amènent les petits à l'école de ce qui s'est passé le soir et tard dans la nuit. Enfin voilà, il y avait pas mal il y a pas mal d'actions. Il y a aussi des actions, par exemple, d'accueil dans les centres sociaux, d'accueil tard en soirée et même dans la nuit, pour que les jeunes, y compris éventuellement ceux qui travaillent au sein des réseaux et qui sont donc occupés jusque dans la nuit, puissent aussi avoir des temps de loisirs collectifs avec d'autres. Voilà, donc moi je suis arrivée là, à ce moment-là, au milieu des années 2000, je ne sais plus exactement quand, parce que quelques-unes des personnes qui participaient à ces collectifs et à ces actions, ils avaient à l'époque l'impression que des choses changeaient au sein des réseaux. Ils n'arrivaient pas à identifier qu'est-ce qui changeait, comment ça marchait. Et donc, très clairement, leur demande, elle a été on va te dire ce qu'on sait, ce qu'on voit, on va t'ouvrir les portes, et puis toi, tu vas nous aider à comprendre comment ça se passe et qu'est-ce qui change. Voilà, alors, je vous parle de cette demande, pourquoi ? Parce que, en fait, vous voyez déjà 2 éléments décisifs
pour travailler ces questions de réduction des risques et des dommages liés aux activités de trafic. Un des éléments, c'est que ces démarches, elles partent de l'expertise de celles et ceux qui sont confrontés au quotidien, en tant que professionnels, mais aussi dans leur intimité. C'est peut-être pas très loin, on va dire, de ce que, par ailleurs, vous appelez l'autosupport. C'est pas très loin de ça. Et puis l'autre élément, c'est cette nécessité de comprendre pour agir. Pour le dire comme eux, savoir, c'est pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est deux éléments qui sont assez fondamentaux et donc qui nous permettent de comprendre que dans ces démarches, il y a deux dimensions conceptuelles, pour le dire savamment. Une des dimensions, c'est ce que les philosophies pragmatiques anglo-saxonnes appellent l'empowerment. Et l'empowerment, ce n'est pas la prise de pouvoir. L'empowerment, ça qualifie des formes d'appropriation et de résolution des problèmes par celles et ceux qui y sont confrontés et qui vont s'adosser, donc ces formes d'appropriation qui vont s'adosser qui vont adosser la capacité d'agir sur le savoir, sur la force du savoir. Donc là, par exemple, ce sont des parents, de personnes impliquées dans les trafics, des habitants qui sont confrontés au quotidien à ces activités, des professionnels, des animateurs, des éducateurs, donc des gens qui partagent leurs expériences du quotidien et les objectivent collectivement pour en faire des savoirs et qui vont chercher d'autres expertises pour produire des connaissances. Et Marouane fait partie des gens, de ces expertises que les collectifs d'habitants ou de travailleurs sociaux sont venus chercher à certains moments pour les aider, pour les accompagner ou pour produire ensemble des connaissances. Voilà, donc de l'empowerment. Ça, c'est une première dimension conceptuelle. La deuxième dimension, c'est la notion de dispositif. Et d'ailleurs, ces différents collectifs et actions, elles se sont réunies à partir de 2006, je crois, si je me souviens bien, lorsque la ville de Marseille s'est engagée dans la démarche pour accompagner et coordonner ce que, à ce moment-là, ils ont appelé le dispositif trafic, acteurs et territoire. Alors entre nous, on dit TAT. Mais voilà. Alors, ça fait dispositif, pourquoi? Parce que ça repose sur trois choses. Un dispositif, ça repose sur des personnes qui sont impliquées collectivement, ça repose sur de la mobilité des gens au sein des actions et des collectifs, mais aussi la mobilité des actions elles-mêmes en fonction des événements, des situations, mais aussi de la mobilité intellectuelle, apprendre, changer d'avis, comprendre des choses. Voilà. Et puis, troisième élément d'un dispositif, donc un dispositif, c'est fait de personnes impliquées collectivement, de mobilité, et puis c'est fait aussi d'une chaîne de coopération. C'est une des particularités de quelque chose qui va faire dispositif. Une chaîne de coopération entre des individus, des espaces, des activités, et puis une dynamique entre ces choses-là. Une dynamique poreuse, parfois fragile, etc., mais une dynamique. Voilà. Donc, il y a ces deux dimensions conceptuelles qui sont très puissamment, qui portent très puissamment ce qui se passe dans Trafic Acteurs Territoire à Marseille. Et puis, cette démarche, Trafic Acteurs Territoire, elle nous a permis de construire collectivement ce qui est désormais le socle de ce dispositif et qu'on a appelé une éthique de la responsabilité. Alors, je fais une petite parenthèse quand même, c'est que je dois préciser ici que je dis nous parce que je me sens impliquée, mais j'ai un rôle absolument mineur dans toutes ces actions à Marseille. Et puis, puisqu'on est dans les parenthèses, l'autre chose que je dois préciser aussi, c'est que si le dispositif et les collectifs et un certain nombre d'actions existent toujours et sont toujours opérants, il y a aussi des actions qui se sont arrêtées ou qui n'ont pas pu être mises en place parce que la ville de Marseille a quitté le dispositif. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais entre 2016 et 2018, bon, c'est intéressant à analyser, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Peut-être on en parlera après. Donc, une éthique de la responsabilité qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Nous ne sommes pas tous affectés de la même façon par les drogues. On n'a pas tous la même idée de ce qui est bien et de ce qui est mal.
On n'a pas la même idée de qui est victime ou qui est coupable. Mais cette éthique de la responsabilité, elle est supérieure à la morale. Elle dit, on est là parce que ça nous concerne. Ça n'est pas que l'affaire des autres, c'est aussi notre affaire. Voilà. Alors, de manière concrète, comment ça se construit, ça? Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Ouais. On peut dire là, à tous, ouais, on est là parce que ça nous concerne. Bon, ok. Quand il s'agit d'être en action sur des problématiques criminelles, puisque les trafics de drogue sont dans le registre criminel, il ne suffit pas de le dire. Alors, ça marche comment? Donc, c'est mon affaire. En faire mon affaire, c'est prendre de la distance avec un certain nombre de cloisonnements moraux et politiques qui séparent d'un côté les victimes des drogues que seraient les usagers et de l'autre les coupables de leur propagation que seraient les dealers, comme si l'offre et la demande n'étaient pas intimement liées, et Marouane l'a dit tout à l'heure, qui sépare d'un côté les classes moyennes et supérieures aux usages mondains et sans dommages ou avec peu de dommages, et de l'autre côté les classes populaires aux usages dommageables et au trafic violent, et qui sépare même notre pensée des drogues, puisque du côté des consommations, le champ sanitaire, et du côté des trafics, le champ économique et sociologique. Donc, en quelque sorte, cette éthique, c'est une démarche qui doit nous amener à considérer les drogues pour ce qu'elles sont et pas pour ce que nous voudrions qu'elles soient. Et puis, il y a une autre dimension qui est être impliqué. Alors, être impliqué, du point de vue de ce que nous mettons dans une éthique de la responsabilité, c'est garder le lien. Et garder le lien, c'est assez différent de l'aller vers, parce que c'est être avec. C'est être avec les collectifs, mais du coup être avec aussi les personnes impliquées dans les trafics. Alors certes, au moment et aux endroits où c'est possible, quand c'est possible, et ce qu'a souligné Marouane sur les modes de management, eh ben oui, ils vont très fortement agir sur la possibilité d'être avec les personnes impliquées dans les trafics. Mais c'est être avec plus généralement en tant que parent, dans une relation affective et de protection, être avec en tant que voisin, dans des relations d'hospitalité et de bienveillance, être avec en tant que professionnel, dans des relations de soins, de protection, de prévention, être avec en tant que passant, dans des relations de politesse, être avec en tant que chercheur, dans des relations d'intelligence, etc. Et en fait, plus généralement, c'est être avec en tant que concitoyen, avec qui nous partageons un territoire, une histoire, une société, un mode de vie, des cultures. D'une certaine manière, c'est faire société, pour reprendre l'expression de Bruno Latour. Faire société avec toutes celles et ceux qui font société avec nous. Voilà. Donc évidemment, adopter cette éthique de la responsabilité, ça demande à faire quelques pas de côté, à plus forte raison quand on travaille sur des activités illégales et criminelles. C'est accepter d'en passer par des disputes, par des affres moraux, parfois par des risques légaux. C'est adopter une posture fragile, mouvante, toujours en changement, mais dans le fond, c'est aussi ça qui fait la force de ce type de dispositif, c'est que pour l'avoir de fait éprouvé nous-mêmes, nous savons que les choses, elles peuvent changer. Et au passage, donc, on écrabouille le sentiment d'impuissance. Alors voilà, il me reste une dernière chose, si j'ai encore 2 minutes, parce que ça va être rapide, okay, pour évoquer avec vous à quelles conditions ces actions-là ont été possibles, du moins au sein de Trafic et Acteurs et Territoires. Une des conditions, c'est la confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ça se construit au gré des événements, des situations, mais ça se construit aussi parce que dans ces collectifs et dans ces actions, les gens qui en font partie se sont choisis et sont volontaires pour le faire. Donc ça s'est construit sur la base de la cooptation et du volontariat, y compris des professionnels.
Voilà. Et puis une autre condition, c'est la confidentialité. Hein. Ah là là, la confidentialité, ça ne se construit pas, ça fait règle. D'autant plus sur ces questions inscrites dans le registre illicite. Et pour vous donner un exemple, très clairement, dans les groupes questions de réseau qui sont constitués de professionnels, leur hiérarchie, il est entendu avec la hiérarchie qu'elle n'a aucun compte rendu, ni écrit, ni oral, de ce qui se dit au sein de ces temps de travail. Et lorsqu'il y a des restitutions publiques ou lorsqu'on a fait des publications, on l'a fait parce que tout le monde était d'accord pour le faire et tout le monde y avait travaillé. Voilà. Et puis la troisième condition, c'est l'égalité de position, c'est-à-dire que faire en sorte, construire les conditions pour que, au moins à ces moments-là où l'on est ensemble, chacun est considéré à l'égal des autres. Et ça, c'est pas simple du tout, notamment parce qu'on sait bien que les relations de domination et les dominants et les dominés y contribuent. Voilà. Donc, chaque action doit construire ces conditions. Mais à celle d'une éthique de la responsabilité, il est tout à fait possible de mettre en œuvre des dispositifs, des actions de réduction des dommages liés aux activités de trafic. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Claire. On a encore évidemment envie de poser 3 questions, mais en tout cas une, peut-être tu nous diras tout à l'heure, comment on peut observer l'impact de ce mouvement. Parce qu'on sent, non pas une action, je vais là, je fais ça, mais une espèce de mouvement, une adhésion, quelque chose d'assez collégial qui se construit, qui se bâtit. Voilà, et je ne sais pas si tu as pu observer ou pas un impact, mais peut-être ça sera une question qui intéressera nos participants. Donc, nous accueillons Éléonore Becca et Monsieur Amin Slimi. Vous êtes élu à la mairie de Bordeaux et du coup, j'ai envie de vous demander d'emblée comment vous accueillez ces points de recherche sur la question des trafics. Est-ce que vous êtes élu à la sécurité, à la prévention aussi? Est-ce que vous êtes choqué sur le fait qu'il y a des travaux qui effectivement avancent pour déconstruire des représentations sur les trafics? Et vous vous dites, mais on ne va jamais avancer comme ça, voilà, il faut y aller beaucoup plus clair. Enfin bon, on en connaît quelques-uns qui ont avancé de cette manière-là. Comment vous vous positionneriez? Et du coup, vous avez été à la mairie de Bordeaux depuis relativement peu de temps. Est-ce que vous avez commencé à avancer sur le chemin avec les administratifs tels que Éléonore pour impacter des actions, pour donner un sens? Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis adjoint à la mairie de Bordeaux en charge de la tranquillité publique, la sécurité, la prévention, la médiation et donc tous les champs également de salubrité et par essence tout le pilotage ce que vous connaissez très bien du CLSPD. Donc d'une certaine façon par mes fonctions depuis 2 ans, c'est aussi pour cela que mon intervention n'est pas ici un apport de connaissances, c'est un modeste témoignage de quelqu'un qui a passé l'essentiel de la totalité de ses journées et une bonne partie de ses nuits depuis 2 ans à l'interface de tous les acteurs que vous êtes sur ce sujet, puisque c'est un des sujets les plus importants pour l'adjoint à la tranquillité dans une grande ville comme Bordeaux. Éric Piolle l'a très bien dit, monsieur le maire de Bordeaux tout à l'heure, qui est aussi de Grenoble, pardon. On est un peu des villes sœurs, c'est pour ça, d'un point de vue politique, donc on se confond souvent. Et puis il vient du Béarn, ça complique tout. Enfin bref, donc Éric Piolle, le maire de Grenoble, l'a très bien dit tout à l'heure, ce sujet pour une municipalité, quel que soit l'angle qu'il choisira de prendre, revêt une grosse problématique pour nous, en lien avec la dégradation de notre capacité à faire vivre la cohésion sociale, le vivre ensemble, le partage équilibré, apaisé de l'espace public et de la chose commune. Notre quotidien d'élu, il est composé d'injonctions que je qualifierais de contradictoires, qui viennent se confronter l'une à l'autre et qui sont au point de convergence de tous les aspects du sujet et des regards qui ont été évoqués jusqu'à présent par
par les personnes qui sont intervenues et qui se sont exprimées ce matin. La chose qui est intéressante quand on a la chance, comme moi, de pouvoir regarder le problème par toutes ses facettes, quand je travaille auprès des acteurs de la prévention, de l'accompagnement, de la santé, et à la fois de tous les acteurs de la chaîne de sécurité, de répression et de lutte contre les trafics, c'est qu'on se rend compte du choc des cultures, et qui s'exprime très fortement à travers nos messageries, puisque nous recevons l'ensemble des plaintes et des besoins de nos administrés. Et vraiment, c'est frappant, selon l'angle et selon le point où on se situe. Notamment pour les riverains, pour les administrés, pour ceux qui ne sont pas dans le trafic ou qui ne sont pas partie prenante, quelle que soit leur forme, et qui y assistent ou l'observent, ça suscite un énorme sentiment d'angoisse, de déclassement, une peur véritablement profonde de voir leurs enfants ou leurs proches basculer dans ce monde-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très fortement exprimé et qui rend souvent... comment dire, épidermique, irrationnel, le besoin d'action qui est fait à notre égard. Il faut absolument effacer cette réalité du champ du réel. Ça ne doit pas et ça ne devrait pas exister. Il y a un point de vue qui est très très fort de ce point de vue-là et qui évidemment ne colle pas avec la réalité du sujet qui est le vôtre. Et pour avoir suivi ça de près, on sait combien ce problème ne va pas disparaître. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, c'est aussi vieux que le monde, pour ainsi dire. Cette question-là, elle est très très importante. De la même façon, c'est l'interaction entre cette thématique et le sentiment d'insécurité. Cette crainte et cette association directe entre tout ce qui touche de près ou de loin à la drogue et le concept de bas-fond. Et donc là où il y a de la drogue, c'est là où on ne doit pas être, et il y a une perte de standing, d'image de marque, d'estime de soi, et ça a là encore des effets très très importants. Et c'est là où ça nous met, nous, politiques, responsables, ceux qui sommes chargés de recevoir l'ensemble de ces choses, dans une situation complexe, difficile. Nous avons parfaitement conscience de la complexité du sujet, parce que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs et que nous avons aussi conscience de l'efficience de toutes les politiques de santé, de prévention et d'accompagnement. C'est une réalité factuelle à laquelle nous consentons bien volontiers. Mais par contre, nous faisons face à deux difficultés. C'est l'acceptabilité de cette conscience, c'est-à-dire que tout élu politique qui se retrouve dans une situation de réunion public de secteur avec des riverains sur ces sujets-là, lorsqu'il exprime des choses factuellement vraies, sourcées, scientifiquement basées, reçoit une décharge de mécontentement et d'insatisfaction absolument phénoménale, parce qu'il y a un refus de considérer la réalité complexe, parce qu'ils n'ont qu'une seule nécessité, c'est d'échapper aux conséquences de celle-ci. Et donc l'acceptabilité du discours politique, lorsqu'il est extrêmement proactif et volontariste dans le sens des politiques de prévention et dans le refus d'une vision exclusivement sécuritaire qui a fait la preuve de son échec complet et total depuis des décennies, on a une grande difficulté à avancer sur le champ de l'acceptabilité. La deuxième difficulté, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat, les politiques que nous sommes prenons nos responsabilités. Nous avons un mandat, nous avons un programme, nous avons porté des politiques, comme par exemple les installations des salles de consommation à moindre risque. Tout ça a été annoncé et prévu. Le deuxième sujet, c'est la soutenabilité de nos politiques. C'est-à-dire que, on l'a vu dans l'histoire politique très récente de notre pays, il ne s'agit pas d'avoir seulement raison ou d'avoir la volonté d'être en capacité d'agir. Il faut encore que cette action soit soutenable. Et la soutenabilité, c'est un sujet qui est très très complexe et qui doit être considéré pour ça. Je voudrais rebondir sur un sujet, ça a été dit par mes prédécesseurs et qui est extrêmement important, c'est la représentation à géométrie variable du problème, avec deux typologies. La ville de Bordeaux a les deux
typologie. Nous avons 6 quartiers politiques de la ville et nous avons un centre-ville emblématique, historique, etc., que vous connaissez, tout le monde connaît la carte postale. Le sujet qui est le nôtre sur ces 2 types de quartiers est radicalement différent. La question est que lorsque nous avons dans le centre-ville, nous sommes sur des consommateurs qui sont vendeurs, nous le savons tous, partiellement ou même très fortement, sauf que c'est qualifié de dépannage et là les politiques publiques sont préférentiellement de prévention, d'accompagnement, de réduction des risques. Et puis quand on bascule dans les quartiers populaires, les QPV, les cités, chacun appellera comme il veut, là on a des vendeurs trafiquants qui sont pourtant aussi des consommateurs à la base de leur parcours très souvent. Et là, le champ de la politique publique est très souvent celui de la répression, de la dissuasion, etc. et très peu de la prévention. Comment faire rentrer les politiques de prévention dans les quartiers politiques de la ville et pas seulement les politiques de répression, c'est un sujet sur lequel nous nous penchons et qui pourra être évoqué par la suite. La difficulté que nous avons en tant que politique, elle est inhérente à notre statut, c'est-à-dire que nous travaillons sur une matière qui est par définition illégale, et que l'objet de nos actions porte sur un champ de l'illégalité, sur des territoires, non pas de non-droit, mais de non-respect de certains aspects de la loi. Et donc, nous ne sommes pas autorisés à ne pas appliquer la loi et à ne pas la respecter, et nous avons l'obligation de la faire appliquer, et ça peut avoir des conséquences assez importantes dans la mise en œuvre de nos politiques. Or, dans ces politiques-là, l'aller vers, l'interaction avec les auteurs de délits, l'environnement exposé va forcément induire ce qu'on peut qualifier de conflit de loyauté. Et Éléonore Beckhat pourra vous en parler davantage, avec une conséquence pour les travailleurs sociaux de se retrouver dans ces deux champs entre eux, avec les responsables politiques. Pour conclure mon propos, je dirais que mon travail, au bout de 2 ans, si je devais le qualifier, c'est qu'un adjoint à la tranquillité publique et à la prévention est forcément et par nécessité schizophrène. Il n'y a pas de doute, je suis obligé de vivre avec. La prévention, la réduction, l'accompagnement des consommations, c'est une obligation, ça fait partie des politiques que nous menons en œuvre, mais en même temps, dans certains cadres, nous sommes sur la dissuasion, la répression partenariale avec des instances comme le parquet, la préfecture, la DDSP, la police, etc. Les actions de police, je suis en charge de la police municipale, qui a des prérogatives limitées sur le champ des stupéfiants, comme vous le savez, et comme en tout cas tout le monde devrait savoir. Et notamment chez certains maires qui oublient et créent des confusions majeures entre les 2 polices. Mais enfin, je passe ce petit détail. Et cette petite difficulté, elle se conclut par le fait que, pour nous, nous avons l'obligation d'assumer le réel. Et en assumant cela, nous permettons aux acteurs et aux agents des collectivités territoriales à nos côtés de mettre en œuvre en confiance nos politiques. Et c'est ce que fait Éléonore Beckhat. Bon, moi je vais... Oui, voilà, mais du coup, je vais juste compléter très rapidement, parce que je pense que c'est mieux qu'il y ait des questions et il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, tout a été dit. Je vais juste compléter ce que tu as évoqué à la fin sur la déontologie, les problèmes qu'on a, parce que effectivement, on a parlé de l'entrée dans le deal pour un groupe de jeunes et sa conséquence sur un terrain, c'est-à-dire donc l'occupation de l'espace à des fins qui vont le privatiser pour les autres, donc qui vont créer un conflit d'usage. C'est là-dessus que la ville va d'abord travailler. La première entrée, c'est la conséquence dans la vie de la cité, en fait. C'est la première chose. Et donc, du coup, ça nous oblige à effectivement à inventer, à suivre ce qui pourrait être proposé, d'être complètement dans le soutien de ce qui a été voté par Claire, c'est-à-dire aller vers les principaux concernés et écouter comment on pourrait effectivement partager nos réalités. De toute manière, c'est toujours la même base, c'est le partage des réalités entre différents acteurs pour voir comment on pourrait éviter les problèmes ou les atténuer, parce qu'au fond, nous, le soft power, quelque part, ça nous va. Voilà, je veux dire, voilà, et puis comme le disait Martine,
Martine, bon, elle va encore plus loin en disant que peut-être c'est une forme de RDR. Bon, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, les interventions diverses et variées, notamment de la police nationale, mais avec il faut aussi dire quand même qu'il y a des choses dans les quartiers qui sont difficiles. Il y a beaucoup d'intimidation, il y a de la peur, il y a des choses très, très dures, très graves. Et puis, il y a d'autres problématiques qui sont celles des rixes, qui s'accumulent à celles du dé, etc. Donc, il y a de la violence, c'est clair. Donc, la police nationale intervient à juste titre aussi. Mais se créent aussi des conflits en fait, de loyauté, du coup, dans les réseaux qu'on essaie de mettre en place. Parce que, comme l'a dit Amine, on représente la collectivité, l'institution publique, on doit faire avec la loi. Et c'est pas toujours facile de mettre en place une culture professionnelle partagée, de confiance, pour dépasser ce qui a été déconstruit très vite via une opération de police qui forcément s'est mal passée, qui a été violente, etc., via tout un vécu par les habitants qui n'est pas celui des policiers, qui eux-mêmes ont très peur, il faut le dire. Et du coup, on a du mal à faire croiser les regards et voir croiser les informations, parce que l'objectif quand même, l'idéal, c'est d'essayer de travailler à sortir les jeunes de certaines trajectoires de façon individuelle, à pouvoir discuter ensemble de certaines situations pour trouver des solutions ad hoc. Et donc, les politiques publiques encouragent quand même... Alors là aussi, il y a une schizophrénie, parce que d'un côté, bon, c'est le tout répressif, mais de l'autre, on nous encourage à mettre autour de la table éducateurs, médiateurs, animateurs, policiers, procureurs, pour essayer de voir ce qu'on peut faire de façon en dentelle sur certaines situations, pour voir si on ne peut pas aménager des peines à tel endroit pour que la personne puisse vivre autre chose, etc. Donc voilà, c'est ces conflits de loyauté en permanence qui sont difficiles et qui font la réalité et qui donnent un peu l'impression de viser l'océan à la petite cuillère, pour reprendre l'expression d'Éric Piolle ce matin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste un quart d'heure. Je ne sais pas où est Lorraine. Lorraine, notre cheville ouvrière sur cette conférence, qui est chargée de mission à la Fédération Addiction, Lorraine Collard. Et c'est elle qui est sur tous les dispositifs internationaux de partenariat. Voilà. On peut applaudir Lorraine parce qu'elle fait un énorme boulot. Alors, peut-être lever les doigts ceux qui ont des questions. Lever les doigts ceux qui ont des questions. On regarde 1, 2, 3, 4, 5... Ok, on prend 5 questions, parce que là, on a trop envie, nous, là, la tribune, mais... Ça voilà. Commence mal, j'en ai 2. Vas-y. Je vais faire très court. Je m'appelle Denis Joutot, je suis directeur d'une association qui est dans l'Essonne, pour situer des quartiers célèbres dans lesquels on intervient, la Grande Borne, les Tarterets. C'est pour poser le décor. Une question plutôt clinique, technique, et une question un peu plus politique. Sur le soft et le hard business, là, Power. Je voulais savoir si vous aviez pu identifier au niveau des têtes de réseau le niveau de diplôme. Est-ce qu'il y a un lien entre ces techniques soft power et hard power et le niveau de diplôme, par exemple, des têtes de réseau? Ça, c'est la question technique. Après, la question plus politique. Bon, on sait depuis 20 ans qu'on a une paupérisation qui continue de s'amplifier, des populations en grande précarité dans des nombres grandissants. Voilà, on est bien placé pour le constater. Et on sait aussi donc que dans ces quartiers, le trafic est une réponse, et on parle d'économie parallèle, c'est une réponse logique qui procède d'un équilibre général, qui permet de payer les fournitures scolaires. Non, j'exagère parce que les mairies aident. Je vais me faire abattre là. Mais en tout cas, elle permet de payer le scooter pour aller, elle permet d'acheter à manger, elle permet à des familles de fonctionner. Et donc ma question, et c'est quand même une réalité très, très prégnante. Et donc je me disais que au-delà de la problématique de prohibition, des questions de prohibition, hein, on en parlait tout à l'heure, est-ce que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas une économie nécessaire? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le sens de celles que vient de poser Denis?
Bonjour, donc je suis responsable d'une consultation jeunes consommateurs à Paris et j'ai l'opportunité de travailler avec des équipes de prévention spécialisées, notamment dans les fours, d'autres appellera des terrains, depuis plus d'une douzaine d'années. Ma question est la suivante sur le hard power, effectivement. C'est quel avenir du hard power au regard de la digitalisation du trafic ? Je m'appuie notamment sur le rapport de Trent, alors plus particulièrement au niveau francilien, où on voit un clivage territorial qui est en train d'être très marqué du côté dionysien et du côté parisien. Là, il y a vraiment une évolution qui se fait. Et si nous étions, monsieur l'élu, sur un peu de prospective, peut-être dans les 10 ans, et qu'on se dit qu'effectivement le trafic va se digitaliser de plus en plus, donc j'ai l'impression que vous allez devoir renoncer peut-être à votre casquette de côté tranquillité publique, mais quid d'une prévention 2.0 auprès de ces jeunes qui effectivement s'engagent de plus en plus dans l'ubérisation pour toutes les raisons que l'on devine. Merci. Alors, ce qu'on sait sur le niveau de diplôme, pour aller très vite, c'est que plus on monte dans la hiérarchie du trafic, plus le niveau de diplôme augmente. C'est-à-dire que là où on voit les niveaux de diplôme, alors la plupart d'entre eux ne sont pas diplômés ou un faible niveau de diplôme, mais là où on voit qu'il y a un niveau de diplôme qui est plus important, c'est chez les importateurs, les gros investisseurs, les gros actionnaires, pour aller très très vite. Donc plus on descend dans la hiérarchie, plus on tombe sur des situations sociales de niveau scolaire très, très bas, et de plus en plus des situations de vulnérabilité sociale. Les tendances récentes, c'est quand même l'enrôlement de plus en plus visible de jeunes MNA, par exemple, de réfugiés, et donc il y a ou bien un recrutement qui se décentralise, c'est-à-dire qui se délocalise. Le modèle du recrutement micro-local pour assurer les tâches du trafic devient un peu de l'histoire ancienne dans beaucoup de territoires, pour les petites mains. Pour plein de raisons très opérationnelles, stratégiques, tout ça s'explique. Hein, ce n'est pas que des contraintes de recrutement. Tout ça, c'est une volonté aussi de se séparer d'un certain nombre de contraintes, notamment de devoir justifier et d'avoir les parents des jeunes qu'on recrute sur le quartier, de les avoir sur le dos. Donc de recruter ailleurs, ça permet déjà d'éviter ça, ce qui complique la tâche des professionnels sur le terrain, qui ne connaissent pas les jeunes, qui sont très mobiles, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est le plus marquant avec le hard power, c'est deux choses. C'est l'âge global, c'est l'âge moyen. Le soft power attire des gens qui ont une moyenne d'âge plus élevée, plus mature, mieux formés. Et le deuxième point, c'est le lien au quartier. Les gens qui ont un lien affectif, qui ont une histoire locale, une histoire avec la population locale, sont plus enclins d'aller vers le soft power que ceux qui sont soit plus jeunes, soit qui ont davantage de distance. Et ce n'est pas valable qu'en France. Hein. C'est valable dans d'autres recherches que j'ai pu lire sur le Brésil, sur les États-Unis. C'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière très forte. Ce qui m'amène à répondre à votre deuxième question sur la redistribution. Moi, je ne sais pas si une économie nécessaire, pas nécessaire. Il y a un marché qui est basé sur la prohibition, et ce marché, il est rempli. Voilà, la prohibition crée marchés illégaux dès lors qu'il y a une demande qui est forte. Donc, c'est pas nécessaire ou pas, c'est là. Voilà, c'est là. Par contre, je pense qu'il faut faire attention à ne pas fantasmer sur le niveau de redistribution sociale de l'argent du trafic. Vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'entends souvent. Les trafiquants, d'abord, les petites mains du trafic gagnent peu d'argent et le consomment rapidement. Voilà, en dépenses de consommation, etc. Quand il y a un peu d'argent qui arrive à la maison, c'est rare, c'est pas la règle. Donc le mythe des parents qui, dès qu'on est gérant, dès qu'on est actionnaire, qu'on a un point de vente, et là on peut gagner des bonnes sommes d'argent. Hein, le chiffre d'affaires de certains terrains, c'est 20 000, 25 000, 30 000 euros par jour. Et même un petit terrain à 500 euros par jour, c'est plusieurs milliers d'euros de bénéfices par mois et plusieurs dizaines de milliers d'euros de profit à l'année. Donc il n'y a pas de petit terrain en termes de revenus. Il y a des écarts majeurs. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de redistribution, il n'y a que chez les tenants du soft power qu'on peut retrouver un peu d'éducation populaire, c'est-à-dire des gens qui vont, pendant l'été, payer une piscine, des jeux gonflables, qui vont aider, payer une sortie, dépanner les gens. Et c'est pour ça que je disais, c'est dur à analyser entre la dimension utilitariste du geste. Je veux que les gens se taisent, je veux recruter des complices, je veux que les gens deviennent dépendants, et le côté affectif du don. Et on alterne entre le don sincère, parce qu'on connaît les gens, on veut les aider, on veut faire plaisir, et le don intéressé. Voilà, c'est vraiment une tension qu'il y a entre les deux, seulement dans le soft power. Les gens qui sont dans le hard power, la question de la redistribution, de l'animation sociale, etc., c'est pas quelque chose qui
qui les intéresse. Mais la conséquence de ça, c'est que le pouvoir accumulé localement, le pouvoir et l'exercice de ce pouvoir a des effets, moi j'ai parlé que sur le lien social, mais a des effets politiques aussi. Parce qu'on parle d'acteurs, ce pouvoir en fait des acteurs politiques qui ont un pouvoir de négociation. Et c'est là aussi où, bon, j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais ce pouvoir de négociation, dans beaucoup de villes de France, il pose pas de problème à des élites politiques et économiques locales, hein, pour faire tourner leur petite machine électorale, pour faire tourner leur petit business à l'échelle locale, et même des professionnels, des associations qui sont contraints de négocier et de faire avec ce pouvoir-là. Ce pouvoir s'impose. Hein. Et je pense que les implications, elles sont un peu plus importantes que ça, mais on n'aura pas le temps d'en discuter ici. Oui, juste pour répondre très, très rapidement sur la question de l'économie parallèle, c'est une réalité objective. Par contre, c'est de l'argent qui désintègre. Et c'est de l'argent qui crée de la dépendance à la consommation plaisir, comme ça a été décrit, à la surconsommation, à la perte totale de repères par rapport à ce que c'est que gagner son pain, l'ordre de grandeur des rémunérations. Et donc, ça n'a pas d'avenir. Donc c'est une économie qui doit cesser parce qu'elle ne crée pas d'intégration sociale. Et donc c'est un vrai sujet, en tout cas pas une intégration sociale qui est compatible avec la vie en société autrement que par ce qui a été décrit. Pour la question du 2.0, bon, d'abord, premièrement, très modestement à ma place, je suis en charge de la tranquillité publique, les prérogatives que vous avez évoquées, et de la prévention, me dit-elle à côté, parce qu'elle me gronde quand j'en oublie un des deux, mais bon, vous avez compris. Le trafic de stupéfiants proprement dit, la répression du grand banditisme, ce n'est pas une prérogative municipale, c'est la tâche exclusive de l'État et de la DDSP, la police nationale. Donc ce n'est pas un sujet pour nous. Et l'autre sujet, c'est que s'il n'y a pas de conflit de tranquillité, il n'y a pas de sujet pour la collectivité. Lorsqu'on est dans un milieu extrêmement favorisé, jet set ou très très haute société, les trafics se passent très très bien. Jamais vous aurez une plainte à l'adjoint à la tranquillité de cette ville-là. Hein. Tout se passe très très bien. Donc pour nous, s'il n'y a pas d'interaction défavorable avec l'espace public, bah, on ne sera pas stocké. C'est un petit peu comme, si vous voulez, ce que vous avez décrit, c'est un peu comme ce qui se passe avec les dark stores. C'est-à-dire qu'il va subsister malgré tout dans la production 2.0 que vous avez décrite, la production, le stockage, le transit, et donc ça va être des dark stores au lieu d'être des supérettes, c'est tout. Et sur le 2.0, effectivement, c'est aussi une politique nationale de prévention avec la MILDECA, c'est comment on développe aussi les actions de formation des professionnels et les actions directement sur le web. Nous, à Bordeaux, on a fait, comme pas mal de villes, on a essayé de développer une présence de rues numériques, vous voyez un petit peu l'idée, et pour faire du lien entre ce qui se passe sur les réseaux et les quartiers. Après, très vite, bon, heureusement, je pense que le débat sur la vie privée, tout ça un peu parti, et puis derrière nous, mais très vite se passe, enfin, comment dire, il faudrait vraiment que tout le monde se forme et se dise, bon voilà, on a une partie de notre travail qui consiste aussi à être sur les réseaux pour voir un peu comment ça se passe et pour accompagner les usagers, les revendeurs, etc. Et en ce point, je pense que ce qui est fait dans la prévention plutôt prostitution mineure doit nous aider. Parce que je trouve que c'est plus avancé sur comment on contacte des jeunes qui voilà, sont dans des démarches de prostitution sur le net. Je trouve qu'il y a des choses à prendre pour les jeunes des quartiers. Bonjour. Oui, rapide, je vais essayer. Marie Niquez, je suis directrice générale de l'association Acatige basée en Guyane française. Donc je suis désolée, plusieurs questions, mais je vais essayer de faire vite. D'ailleurs, une première observation, Marwan Mohamed, notamment par rapport toujours au hard et au soft power. Ce que vous avez dit m'a fait beaucoup écho à ce que j'ai pu observé aussi en Amérique centrale sur les phénomènes des gangs, avec cette histoire en fait de territorialisation très forte. Mais du coup, je m'interroge sur le fait qu'il y aurait éventuellement aussi un soft power très fort sur le quartier d'où viennent les dealers en fait, mais aussi du hard power vis-à-vis des autres territoires. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez observé aussi en France et je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Seconde question.
Donc en Guyane française, je pense vous n'êtes pas sans savoir tous que nous sommes producteurs officiels de cocaïne et de crack malheureusement sur le territoire métropolitain et ailleurs. Enfin, pas producteur, mais en tout cas transporteur officiel. Ma question, c'est est-ce que vous avez eu, toujours Marouane Mohamed, l'occasion aussi d'étudier ces trafiquants qui sont les transporteurs, qui sont les fameuses mules dont on parle? Est-ce que vous avez pu notamment réfléchir à des idéotypes, comme vous avez pu, j'ai l'impression, le faire sur vos travaux dans les quartiers? Parce que c'est vrai que nous, on aimerait justement encore plus savoir pour encore plus agir, pour reprendre vos mots, madame, pour justement essayer d'endiguer au maximum le phénomène depuis la Guyane, ce qui aujourd'hui est extrêmement complexe. De manière générale, la question se pose aussi, enfin, on a cette chance, entre guillemets, alors si vous permettez les guillemets, d'être un territoire de la France. Parce que souvent, en fait, on a des transports de stupéfiants qui arrivent ailleurs, d'autres pays, où, si vous voulez, la marge de manœuvre est beaucoup plus réduite que quand on est en territoire français. Aujourd'hui, en Guyane, nous sommes partie du territoire. Nous avons sûrement à gagner à développer les modes de concertation et de travail ensemble entre les territoires ultramarins, notamment la Guyane, et la métropole pour réussir à lutter depuis le transport des stupéfiants chez nous vers ici pour réussir à mieux lutter et mieux prévenir le phénomène des consommations. Merci. 15 secondes, 30 secondes. Là, vous pouvez compter 30 secondes. Donc, le trafic qu'évoque, je suis Faro Camry, donc le président de la CATIJ, et je suis en même temps DGS d'une collectivité. Le trafic des mules, c'est 10-15 mules par avion. Il y a 2 avions qui arrivent chaque jour à Orly. Le problème, c'est celui de la responsabilité, c'est-à-dire quand vous êtes chopé la première fois, vous n'avez absolument aucune peine, si ce n'est le fait d'être interdit d'avion pendant 5 ans, avec des trafics de passeports. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes de régulation sociale, donc Macoria est une ville en quartier prioritaire de la ville. On a 4 étages, les rappels à l'ordre solennel, les AIG, donc la prise en charge des élèves exclus en collège avec des familles monoparentales qui n'ont pas le temps de s'en occuper, on les prend en charge. On travaille énormément aussi avec le SPIP et la PJJ sur les tiges. Et enfin, on a instauré avec les bailleurs sociaux un parcours résidentiel. Tout cela pour vous dire que à chaque fois, le sentiment d'impunité, on n'y arrive pas tout le temps, mais doit disparaître tant pour l'auteur que pour son environnement. Voilà les 4 dispositifs que nous mettons en place dans notre collectivité. Merci beaucoup. C'est tout à fait intéressant de nous décrire, et du coup, on pourra aller sur le site d'Acatij pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Alors, il y a 2 questions, Karl et Madame. Voilà. Bonjour, Karl Cerny, à la Sauvegarde du Nord, directeur d'un dispositif de soins ambulatoires et de réduction des risques dans le nord de la France. Je veux rejoindre un peu les propos tenus par Denis, mon camarade, et m'adresser aux représentants politiques, non pas pour vous mettre en difficulté, mais pour avoir votre sentiment. Évidemment, je comprends très bien que les pouvoirs publics et les représentants publics se plient à la loi, évidemment. Et ça ne peut pas être autrement dans l'exercice de leur mandat. Que pensez-vous du fait que ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement, ce que nous avons vécu à Lille, puisque les salles de consommation à moindre risque sont inscrites dans la loi de 2016 de Marisol Turenne, avec le décret de 2019 de Agnès Buzyn. Là, les collectivités territoriales s'alignent sur la loi quand ils portent ce genre de projet. Donc, quel est votre sentiment sur ces impasses? Merci. Pour le dire très, très concrètement, nous portons dans notre programme de politique publique l'ouverture de plusieurs salles de consommation à moindre risque. Aujourd'hui, ça s'appelle HSA, etc. Mais nous ne sommes pas seuls à la décision. Voilà. Donc, la libre administration des collectivités territoriales sur ce sujet-là est dépendant de l'accord partenarial à la fois du parquet, donc du procureur, et du préfet. Et donc là, selon les territoires, c'est plus ou moins le cas, et ça donne lieu à une discussion très importante et une analyse de la réalité et des besoins
qui peut diverger très fortement parfois. Aujourd'hui, à Bordeaux, nous sommes en train d'essayer de réduire cet écart. On verra si on va réussir. Merci beaucoup. Une dernière question. Bonjour, je suis Sophie Albert, je suis travailleuse sociale dans un XAPA sur Béziers. Moi, j'avais une question, alors c'est un peu projective, mais sur la question du hard power, soft power, et autour de la question, là, on est en France, avec la loi de 70, du coup, un système prohibitif. Mais est-ce qu'on sait si dans d'autres pays, il y a un type de management qui serait un peu plus adapté quand on n'est plus sur un système prohibitif, et du coup, qui se... comment dire, des techniques qui se reproduisent ensuite, je pense au Portugal. Est-ce qu'il y a des dealers qui, du coup, se sont inscrits dans des activités licites? Voilà, c'était ça ma question, de comment on peut ensuite projeter des savoir-faire qui sont actuels. Et est-ce que les dealers en France se posent la question et se projettent aussi sur, une fois que la loi de 70 sera... Enfin, si un jour, on est sur une dépénalisation, une légalisation, est-ce que certains dealers se projettent dans une adaptation de leur mode de fonctionnement et de marché? Je vais essayer de répondre à la première question sur... il y a une partie de la réponse qui a été apportée sur la question ce qu'on appelle les mules, j'aime pas trop ce mot-là, qui viennent de Guyane. Je veux dire, tout a été résumé. Moi, ce que je sais, c'est que parmi les trafiquants, c'est-à-dire parmi les personnes qui recrutent, que j'ai interrogé, des gens qui recrutent, leur propos, c'est de dire qu'ils ont quand même un large vivier qui est inépuisable. Donc on peut aggraver les peines à partir de la deuxième sanction encourue. Je crois que la peine, c'est Paris qui gère généralement les affaires liées aux mules, c'est 2 ans en fait. Tout le monde prend 2 ans la première fois, non? 1 kilo, 1 an, voilà. 1 kilo, 1 an, exactement. Bien rarement 1 kilo sur soi. Ils sont débordés, ouais. Donc là, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement standardisé. Et moi, ce que me disaient les trafiquants, c'est juste qu'ils n'ont pas de problème de recrutement en Guyane. Voilà. Ils n'ont pas de problème de recrutement, le vivier est large. Et une politique anti-drogue en Guyane, c'est notamment par rapport à cette question des mules, c'est avant tout une politique sociale en profondeur. C'est une politique d'accompagnement parce que là, pour le coup, le vivier et le ressort du recrutement qui est principal, c'est la misère, c'est la difficulté, c'est les dettes, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport à vos questions. Mais moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur ces dossiers-là, plus sur les personnes qui peuvent recruter. Et les personnes qui recrutent en Guyane, qui font venir de Guyane, ils ont généralement des connexions avec le Brésil. Et c'est ce triangle-là qui fonctionne pour acheminer les drogues jusqu'à la Guyane et ensuite envoyer les drogues à travers les mules. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit le principal mode d'approvisionnement et d'arrivée de la cocaïne en France et en Europe de manière générale. Il y avait une autre question qui était posée. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu à peu près les recherches qui ont été menées dans les pays où des politiques de légalisation, de dépénalisation, etc. ont été menées. Et dans très peu de recherches, on voit, et dans très peu de lieux, il y a eu des initiatives consistant à convertir et de former, d'accompagner les acteurs de l'illégal vers le légal. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un marché légal qui se met en place, c'est les acteurs économiques qui sortent des écoles de commerce ou qui sont les entrepreneurs de manière assez conventionnelle, qui se saisissent de marché et qui se débrouillent aussi très bien pour faire en sorte de le fermer à ceux qui le tenaient auparavant, notamment en exigeant un casier judiciaire vierge pour pouvoir être habilité, ce qui ferme directement la porte, et ce qui est une erreur politique, il me semble, dans la mesure où on a des personnes qui ont déjà un savoir-faire, une connaissance des produits et un savoir-faire commercial, etc., mais qui en plus, la question va être amenée des débouchés économiques et de leur avenir économique à très très court terme. En même temps, je dis ça, mais je n'ai pas lu parce que la peur chez tout le monde, c'est que oui, si on dépénalise, les vols-violences vont exploser. On n'a pas de cas de ce type-là où on a une explosion des vols-violences dans ces territoires où il y a dépénalisation. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est des formes de conversion, de passage d'un produit vers un autre, ou bien les gens peuvent se situer à un autre niveau.
Oui, sur cette question, il y a, en plus de l'élément du casier judiciaire, et qui est quand même un peu imparable, il y a 2 autres éléments, parce que fort heureusement, tous n'ont pas un casier judiciaire chargé. Il y a d'abord le fait que, à ma connaissance, aucun pays au monde n'a mis en place de légalisation contrôlée de tous les produits, mais seulement du cannabis. Et donc, quand on sait, par exemple, qu'en France, aujourd'hui, quasiment tous les gros réseaux vendent aussi de la cocaïne et d'autres produits. Le cannabis, ça n'est qu'un des 3 produits du marché. Puis il y a un troisième élément. La seule expérience que je connaisse, moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est une expérience qui avait été menée à New York par Terry Williams, qui avait écrit d'ailleurs il y a quelques années, dans les années 90, un bouquin formidable qui s'appelle Cocaine Kids. Et Terry Williams a participé avec ce qui est l'équivalent chez nous de centres sociaux à la formation et à la requalification professionnelle de personnes jeunes et adultes impliquées dans des activités de trafic à différents niveaux, et y compris avec la possibilité, et même avec l'idée au départ de beaucoup de travailleurs sociaux de se dire c'est des bons vendeurs, quoi. Donc c'est vendre des jeans, vendre de l'herbe, etc. Mais en vrai, c'est pas forcément leur aspiration dans la vie. Donc certains sont devenus mécanos, musiciens, que sais-je, parce que vendre de la drogue, moi en tous les cas, j'imagine, pour ceux que je connais, il n'y a personne qui m'a jamais dit être dealer, c'est le rêve de toute ma vie. Hein. Un point. Tout à l'heure, vous avez dit, et je voudrais juste peut-être corriger, vous avez dit que cet argent, ce n'est pas un argent qui intègre. Je pense qu'il faut vraiment distinguer ceux qui ont gagné beaucoup d'argent et qui sont des investisseurs et qui ont réinvesti. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'établissements en France ou à l'étranger d'investissement qui sont très rentables, qui sont reconnus par le droit, qui sont conventionnels et dont la source est l'argent des stupéfiants. Et donc ça, on n'a pas de vision globale de la manière dont cet argent a été blanchi dans l'économie conventionnelle et son poids considérable. Mais quand je pars juste des entretiens que j'ai pu mener et que je vois les types et la variété des investissements, et contrairement à la caricature, l'aspiration, c'est pas seulement d'ouvrir un grec, une téléboutique, une chicha ou je sais pas quoi, ou un salon de coiffeur, un barbershop. C'est-à-dire que ceux qui gagnent quand même beaucoup d'argent, ils ont d'autres aspirations. Investissement dans la pierre, investissement dans des sociétés mais extrêmement variées. Donc, de ce point de vue-là, moi, oui, il y en a plein qui se sont rangés. Je vais même aller plus loin. Il y en a plein qui se sont investis à court terme dans le trafic de stupéfiants pour financer des projets économiques parce qu'ils n'avaient pas accès au financement classique. Et donc, j'en connais qui ont acheté des licences de taxi comme ça, et ils n'avaient pas d'aspiration à entrer dans le trafic de stupes. C'est juste qu'ils n'avaient ni le capital, ce n'étaient pas les héritiers, ils n'ont pas accédé au capital, et ils ont acheté leur licence de taxi, ils sont passés à autre chose. Pour d'autres projets. Donc, ça pose des questions plus globales sur la question des inégalités, l'accès au financement et la capacité de pouvoir investir dans l'économie légale quand on a moins de moyens. C'est vrai quand même qu'aux États-Unis, les startups fleurissent. On prête l'argent beaucoup plus facilement, pourtant le nombre de dealers est quand même un peu le même. Mais là, au fond, ce que tu décris, c'est des personnes qui ont été dans le deal, qui ont traversé cette expérience-là, où ils ont probablement appris des choses en tout cas, telles que c'est décrit, et de ce savoir-faire, peut-être d'une maturité, ils ont exporté, enfin sur d'autres, voilà. Et je disais tout à l'heure que je poserais bien une question un petit peu indiscrète à Mince-Milly, voilà. Alors voilà, si demain, nanana, Monsieur Piolle ce matin s'est prononcé très très clairement. La fédération l'a dit, est vraiment favorable à ouvrir un débat, etc. C'est quoi votre position ? Comment vous porteriez, comment la ville de Bordeaux serait capable ou pas d'être moteur sur ce thème des nouvelles régulations ? Alors comme je joue le rôle d'élu ici, vous savez que les élus sont partisans et que là, il y a des différences très très importantes entre les partis. Donc, je vais vous faire une réponse en 2 temps. Je peux vous faire la même réponse qu'Éric Piolle, puisqu'il se trouve que nous appartenons à la même famille politique et nous portons la question de la légalisation, donc il n'y a pas de souci. La mairie de Bordeaux, comme toutes les mairies écologistes, portent ce projet pour une raison simple, c'est que nous sommes convaincus que toujours plus de ce qui ne marche pas ne fera pas à la fin quelque chose qui marche. Et donc, il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on se pose d'autres questions.
Maintenant, je reprends une position moins partisane, puisque c'est le travail que nous menons, ce sont des réflexions que nous avons avec tous les élus et tous mes collègues sur ce sujet-là, dans le cadre notamment du Forum français pour la sécurité urbaine, où nous travaillons avec des élus de toutes les composantes, enfin presque toutes. Voilà, hein, pas si toutes, mais enfin vous avez compris. Et donc là-dessus, il y a des avis qui sont très divers et variés. On n'est pas tous d'accord, il n'y a pas de doute. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles on est d'accord, c'est que on a tout essayé sur le champ de la répression et de la prohibition. On sait où ça mène, on sait où ça peut mener. On voit bien qu'on ne va pas s'en sortir. Moi, je trouve que ce matin, les chiffres qui ont été donnés sur le trafic de cocaïne, le nombre de saisies qui représentent les 10% de l'iceberg, etc., voilà, ça dit bien que plus on en fera, plus il y en aura. C'est un peu comme l'amour, vous savez, plus je vous en donne et plus j'en ai, etc. Bon, c'est de Shakespeare, je crois. Pour moi, la réflexion qu'on a, c'est qu'il est temps de faire notre droit collectif à l'expérimentation. C'est-à-dire que tous les élus sont très pragmatiques dès lors qu'ils se penchent sur cette question de façon non idéologique. Si d'autres pays d'Europe et dans le monde ont tenté des choses, ont eu des résultats qui, certes, ne sont pas parfaits, mais ils sont meilleurs que les nôtres, avec notre vision. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'expérimente pas à notre façon, à la française. Mais il va falloir expérimenter et tester. Il faut sortir ce débat de l'opinion et du combat partisan. C'est quelque chose dont on doit se saisir le plus largement possible pour construire un consensus national. Pour la petite anecdote, juste avant les élections les précédentes, nous avions un des membres de la commission parlementaire sur la question de la légalisation du cannabis, qui faisait partie de la majorité gouvernementale, qui portait l'ambition, c'est un député de la Creuse, je m'excuse, je ne me rappelle plus son nom, qui portait l'ambition de mettre ce point-là au programme du futur candidat devenu président. Et donc, c'était parti. Et si vous vous rappelez, il y avait une interview dans le Figaro sur la question de la sécurité dans laquelle le président, ancien candidat, nouveau président à nouveau, avait dit que cette question-là méritait d'être posée. Nous étions le dimanche dans le Figaro. Le lundi, ministre de l'Intérieur et syndicats de police, ceux que vous connaissez, ont immédiatement dit légalisation égale désertion égale laxisme. Le sujet n'existe pas. Si vous allez sur ce terrain, vous êtes des lâches. Fin de la discussion, terminé. On a remballé la commission et il n'y a plus de sujet. Voilà, mais on est en démocratie. Et du coup, un certain nombre de villes, on l'a entendu, sont partie prenante au sein du forum. Les actions que portent ici tous les acteurs, elles sont de nature à contribuer au débat sur de nouvelles régulations. Des chercheurs comme Marouane, comme Claire Duport, seront bien évidemment, j'ai envie de dire, extrêmement importants dans ce débat. Et vous avez dit un mot qui est important, il me semble, c'est des passionnés. Parce que pour le coup, c'est la question passionnelle par définition. Il n'est pas de débat sur ce sujet où voilà, ça s'enflamme entre... Bon, voilà. En tout cas, on pourrait rester sur cette note peut-être d'espoir, non, quand même. En tout cas, au moins ce droit au débat que vous avez posé comme un droit démocratique presque. Hein. Voilà, le droit d'exercer la démocratie. C'est vraiment le thème qu'on aurait envie de garder et de poursuivre. Bonne continuation. D'autres travaux nous entendent, mais voilà. Merci Marouane Mohamed, merci Claire Duport, merci Amine Slimi, Éléonore Becca et Perrine et Émilie. Oh, les prénoms aujourd'hui, c'est une catastrophe. Des financeurs pour financer.